Après avoir vu donc la matrice des impédances, maintenant on va voir la matrice, on est toujours dans les quadripôles, hein, matrice des admittances. Matrice des admittances. Et donc ça va être ici, va constituer les paramètres en Y, puisque c'est la matrice des admittances en fait. Bon, pour ça, j'ai besoin de faire juste une analogie pour éviter de réécrire, de faire donner toutes des explications. Elles ont été toutes données, je veux dire, dans la matrice d'admittance. On va faire qu'une transposition, je veux dire, au niveau théorique, plutôt que tout développer. Le développement a été fait pour les matrices d'admittance. Ici, ça va y ressembler, tout simplement. Si je prends la matrice des admittances, elle est régie par deux équations. Vous comprendrez qu'on a U1 égale I1 Z1 plus ZR I2. Et U2, c'est I2 Z2 plus ZF I1. Voilà les deux équations pour constituer, je veux dire, le circuit d'entrée de sortie. Ça, c'est le circuit d'entrée, circuit de sortie du quadripôle. Et puis ici, il suffisait juste de faire une analogie à ça. On va voir I1 est égal à U1 Y1 plus YR U2 et on aura I2 est égal à U2. En fait, le I1 devient U1 et I2 devient U2. U1 devient I1, U2 devient I2. C'est ce que je fais, c'est juste ça. Et alors le Z2, ça devient Y2. ZF, YF, et le I1 devient U1. Voilà, ça c'est pour le circuit d'entrée, ça c'est pour le circuit de sortie. Bon, autant dire que là on avait des sources de tension. Hein. Sources de tension avec des résistances, je veux dire, avec des impédances en sortie du générateur de tension. Ici on aura pour les admittances un circuit équivalent avec des sources de courant. Donc on n'aura pas de résistance en série, mais en parallèle. Enfin, on n'aura pas une impédance en série sur le générateur, puisque ça c'est pour le générateur de tension. Pour le générateur de tension, on a une impédance en parallèle, et là on mettra voilà, pour une source de courant avec l'impédance qui est en parallèle. Alors que là, l'impédance est pour le circuit équivalent en fait, hein, pour le circuit équivalent d'entrée et de sortie, parce qu'on l'aura deux fois, hein, en entrée et en sortie, ceci. Une pour l'entrée, une pour la sortie. On aura un générateur suivi d'une impédance en série, alors que là on aura pour le circuit d'entrée et de sortie une source de courant avec une impédance en parallèle. Voilà, l'analogie c'est ça en fait. Là on va utiliser une source de tension, notamment parce que je veux dire, on parle de tension ici, alors qu'ici on parle de courant, donc il faut une source de courant. Bon, si je pars à partir de ça, on va faire quoi? Comment avoir I1? Comment trouver Y1? Y1, U1, il faut faire U2 égale 0. Si je fais ceci, U2 égale 0, j'ai I1 égale U1 Y1. Donc, ça, c'est avec U2 égale 0. Alors, avec ça, je peux trouver Y1, qui est I1 sur Y1, I1 sur U1, j'ai Y1. Voilà comment trouver Y1. Comment trouver, donc ça c'est l'admittance d'entrée. L'admittance d'entrée. Voilà. Comment trouver l'admittance de sortie? L'admittance de sortie, je peux le trouver avec ceci. Avec
U1 en faisant U1 égale 0. Bon, U2 égale 0, c'est court-circuiter l'entrée. Hein. La sortie, pardon, parce que c'est U2. Attention, U2, on court-circuite la sortie, et donc je trouve l'admittance d'entrée. Là, je court-circuite l'entrée, et je vais trouver l'admittance qui est I2 égale Y1 U2, voilà, d'après l'équation ici. Si je retire, je fais U1 égale 0, la deuxième équation I2 égale U2 Y2, U2 égale Y2 U2, donc si je fais I2 sur U2, j'obtiens Y2, et voilà comment trouver Y2. Voilà, donc ceci, on le trouve pour U2 égale 0, et ceci, on le retrouve pour U1 égale 0, en court-circuitant, voilà. Bon, maintenant, pour retrouver l'impédance YR, ben, pour YR, il suffit de faire U1 égale 0. Si je fais U1 égale 0, voilà, je vais obtenir I1 égale YR U2. I1 égale YR U2. Donc, ce qui veut dire que YR est égal à quoi? I1 sur U2. I1 sur U2. Et je court-circuite, bien sûr, l'entrée. Et là, on a ce qu'on appelle l'admittance inverse. C'est-à-dire que l'inverse, on va court-circuiter l'entrée et on va avoir génération d'une source de courant provenant bien sûr de attendez, hein, si je réfléchis, je fais une analogie avec Zeter. Zeter, il fallait I1 égale 0. Pour Zeter, c'était voilà U1 sur I2 pour Zeter, avec I1 égale 0. Donc ici, c'était le courant de... Pourquoi on disait reverse? Reverse, c'était l'impédance de transfert inverse, c'est-à-dire l'inverse. On va de la sortie vers l'entrée. Donc là, on ouvrait le circuit. Ici, tout était ouvert. Hein. I2 égale 0, I1 égale 0, I1 égale 0. Ça c'est pour rechercher les impédances à chaque fois en ouvrant le circuit. Hein. Voilà. Pour chacun des éléments, on ouvrait à chaque fois le circuit. Quelque part. Soit en entrée, soit en sortie, pour trouver soit Z1, Z2, ZR ou ZR. Ici, on court-circuite. Ici, c'est pas... On court-circuite à chaque fois. Voilà. Bon, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Donc ici, l'impédance de transfert, reverse, ben, c'est la contribution du... Ici, c'était la contribution si je dessine, on a l'impédance ici, ceci en entrée, ceci en sortie, voilà, Z1, Z2, et là, on avait ZR I2. Voilà, c'est ça. ZR I2. Alors, pourquoi ZR? Parce que c'était la contribution du courant I2 qui était la sortie sur l'entrée. Donc, sortie sur entrée, c'est bien sortie sur entrée, c'est bien reverse, l'inverse. Alors qu'ici, on aura le direct, ZF, forward, qui est la contribution du courant I1 d'entrée sur la sortie. Sur la sortie, et voilà. Donc ici, si je fais une analogie avec ce que je viens de dire, ici, d'ailleurs je peux le faire tout de suite, hein. Je peux le faire tout de suite, mais le problème c'est que je cherche après une petite place. Ça, je peux effacer. Ouais. Donc ça, c'était la matrice des impédances. Voilà, ça, je peux effacer. Ouais. Sa matrice des impédances. Donc je vais le faire ici. Donc ici, on a une source de courant. Voilà, ça c'est l'entrée. Et là, on a
une impédance avec une source de courant en sortie. Voilà. Alors, là, on a I1, là, on a U1. Là, on a I2, là, on a U2. Voilà, là, on a Z2, ça c'est Z2. Alors, le... Ah, pardon, je m'excuse, c'est pas Z1, sinon je devrais le mettre en c'est Y1. Ouais, Y1. Parce qu'on est dans la matrice des admittances. Hein. Voilà, Y1, Y2. Celui-ci ici, c'est la contribution de la tension de sortie. Voilà. Donc ça, c'est le reverse. Donc, ce serait YR fois I2. Voilà. YR fois I2. Donc ce serait celui-ci qu'on aurait celui-ci. YR fois I2 est égal à I1. Voilà, en faisant U1 égale 0. Alors, pourquoi le reverse? Ouais, parce que c'est la contribution, cette fois-ci non pas du courant, parce qu'on a affaire à des sources de courant, et non pas des sources de tension. Contribution de la tension sur, on va dire, sur l'entrée. Si c'est un transfo, on appelle ça primaire, secondaire, hein, parce que j'hésite parfois à dire primaire, secondaire, mais en fait, un transfo, c'est un quadripôle aussi. Hein. Un transfo, c'est vraiment un quadripôle. Mais ici, bon, c'est un quadripôle bien précis. Par contre, ici, je fais une théorie généralisée. Voilà, mais par contre, si je prends un amplificateur opérationnel ou je veux dire un transistor ou je veux dire un élément transistor, un circuit RL, RLC, peu importe, un transfo qui est un circuit RLC, avec les combinaisons RLC, voilà, aussi bien en entrée qu'en sortie, eh bien, on appelle ça entrée, primaire et secondaire si c'est un transfo. Mais ici, c'est un quadripôle, donc on va parler plutôt d'entrée-sortie. Voilà, donc ici, on a bien l'admittance inverse qui est I1 égale Y sur R2, et celui-ci, ce sera I2 est égal à Y direct sur fois U1. Donc c'est la contribution de la tension de l'entrée sur la sortie. Donc on a bien entrée vers la contribution de l'entrée vers la sortie, c'est bien direct. Alors que là, on a la contribution de la tension, pour la source de courant ici, on a la contribution de la tension U2, qui est la tension de sortie sur l'entrée. Donc, la sortie sur l'entrée, contribution de la sortie sur l'entrée, à ce moment-là, on est bien en direct. On inverse. On inverse. Et donc, inverse, c'est reverse, et direct, c'est forward. Alors, comment on trouve ceci? Le YR, comment on le trouve? Mais le YR, il suffit d'annuler ceci, donc de faire U1 égale 0. Voilà. Et là, je l'ai YR, et je trouve I1 égale YR fois U2. Donc, que vaut YR? I1 sur U2. Tout comme le YF, je vais faire quoi? YF, ce sera, je vais annuler U2. Comme ça, je n'ai plus de U2. J'aurai une équation qui est I2 est égal à YF U1. Donc, YF est égal à I2 sur I1. I2 sur U1, voilà, est égal à YF, et ça pour U2, en faisant U2 égale 0. Voilà. Et donc, ce circuit-là, c'est le circuit qu'on voit ici. Voilà. Donc, Y1 fois U1. On a Y1 fois U1. Hein, Y1 fois U1, ben, ça va me donner la tension ici. Ouais. Y1 fois I1. En fait, Y1, c'est 1 sur Z1 fois I1. Et ça, c'est égal à U1. Hein. Oui. Parce que I est égal à... non, c'est Y1 fois U1. Fois U1 est égal à I1. En faisant ça, je regarde tout de suite. Hein.
En faisant ça, j'ai 1 sur Z, U sur Z, et U sur Z, ça fait bien I1. Ouais, on a bien U1 sur Z1 est égal à I1, et donc U1 est égal à Z1 I1. Donc c'est juste. Donc c'est juste. On a bien Y1 fois U1, ça donne I1. Voilà. Tout comme ici, Y2 fois U2 donne I2. Voilà. Ça, c'est pour l'admittance. L'admittance fois la tension va donner le courant d'entrée dans cette admittance. Par contre, la source de courant, va donner un courant quoi? I1. I1 provenant de la contribution de la tension de sortie U2 sur l'admittance YR. YR. Donc voilà, sur une admittance, je veux dire, de transfert. Voilà. Donc on aurait YI1 est égal à Y1 fois U2. Voilà. Et donc quand je contribue au tout, ça fait Y1 U1 plus la contribution de la sortie sur l'entrée qui est YR U2, ben on a l'équation complète. Hein. On aura I1 est égal à Y1 U1 plus YR U2. On aurait la même chose pour la sortie, I2. Là, on a Y2 fois I2, plus la contribution de l'entrée sur la sortie. De l'entrée vers la sortie, sa contribution, c'est la directe. Hein, entrée vers sortie, c'est direct, de U1. Voilà. Et on retrouve dans ce schéma équivalent, bon, généralisé, ben, les équations que voici, de courant en fonction de la tension et des admittances. Et donc c'est grâce à ça, en écrivant ceci, mais vous aurez compris que je peux écrire quoi? La matrice. Donc je peux écrire la matrice Y1 YR. Normalement, je vais l'écrire comme ceci. Hein. Normalement, ça va être comme ceci. Je fais comme les impédances. Hein. Les impédances, c'était Z1. Après, je vais contrôler après. Bon, je n'ai plus. C'était Z1, Z2, ZR, ZF. Voilà pour les impédances. Bon, et les admittances, je vais faire ça. Je regarde si ça fonctionne. Et là, ça fait U1, U2. Voilà. Je multiplie. Mais je vais trouver Y1, U1 plus YR, U2. Est-ce qu'on a bien ça? Y1, U1 plus YR, U2. Effectivement, et ça, c'est égal à U1. Voilà. Et je mets la matrice ici. Ah, ici, on a bien une 2 fois 2. Là, j'ai bien deux lignes, une colonne. Donc, j'ai bien une 2 fois 2. Donc, je peux faire la multiplication. Pourquoi? Parce que j'ai 2 ici, 2 ici. Hein, donc, du moment qu'on a l'égalité ici, je peux faire la multiplication. Et j'obtiendrai une 2 fois 1. Pourquoi? Parce que j'ai 2 et 1 là. Donc, une 2 fois 1. Et alors, moi, je fais la seconde. Ça fait Y. YF, c'est quoi? YF. YF fois U1 plus Y2 fois U2. Et ça, c'est égal à I1 et celui-ci à I2. Et donc, je regarde ici, Y2, I2, il est là. YF U1, bah, donc c'est ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la matrice des paramétries. Paramètre Y ou la matrice des admittances. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le trouver à partir de la matrice des impédances? Bien sûr que si. On sait bien que la matrice des admittances, c'est U égale Z fois I. La matrice Z fois la matrice I. Bien sûr, la matrice Z, c'était Z1 d'entrée, Z1 0. Là, on avait Z2 0. Là, on avait ZR de transfert et là, ZF.
la directe, enfin l'inverse c'est la directe. L'impédance de transfert reverse inverse et direct forward. Bon, ici, donc en faisant ceci fois bien sûr I1, I2, on obtenait bien sûr la matrice U1, U2. Bon, maintenant ici, tout était en circuit ouvert pour les impédances. Hein. On avait ouvert tout. Ouais, avec pour trouver chacun des éléments, il fallait ouvrir le circuit à chaque fois. Soit en faisant I1 égale 0 ou I2 égale 0, et on retrouvait un des éléments, soit Z1, 0, ZR ou ZF, voilà. Ici, c'est pareil. On va voir quoi? I1, ce sera égal à quoi? I2 est égal à Y1, cette fois-ci en court-circuit, hein. On court-circuite. Hein, on court-circuite le circuit, donc on va avoir des U qui valent 0. Ici, on ouvre les circuits alors que là, on court-circuite pour trouver les admittances. Donc là, on aura Y1 en court-circuit, Y1 CC. Hein, là, on aura l'admittance de sortie en court-circuit. Et on a l'admittance de transfert inverse à l'admittance de transfert en direct. Et là, fois les tensions U1, U2. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant, comment passer de l'une à l'autre? Si je connais la matrice des admittances, des impédances, je peux facilement trouver la matrice, enfin, peu facilement, pour autant que la matrice soit inversible. Si elle n'est pas inversible, on ne saura pas trouver les admittances. Il faut une des conditions, il faut que la matrice des impédances soit inversible. Bon, on va faire ça. Donc, U est égal à Z fois I. Bon, si je fais ceci, la matrice, attention que c'est du matriciel, hein, c'est des écritures matricielles. Hein, Z fois I. Ben, si je multiplie par l'inverse ici de Z, supposons qu'elle est inversible. Je sais pas si on voit. On est limite. Voilà. Eh bien, Z-1, la matrice Z-1 qui est l'inverse, si elle existe bien sûr, parce qu'elle n'est pas forcément inversible, si l'inverse existe, ben, Z-1 fois Z, on va retomber sur une matrice unité, que je vais appeler grand I comme ça. Matrice unité. Et il n'y a que des 1 dedans. Hein, Z-1 fois Z, c'est la matrice unité. Je mets un grand I, pourquoi? Pour éviter de confondre avec la matrice courant I. Ça n'a rien à voir, hein, c'est la matrice unité, une matrice 1, 1, 1, voilà, composée que de 1. Fois I est égal à Z-1 fois U. Voilà. I fois le courant, ben, la matrice I fois le courant, ben, c'est la matrice I elle-même. Donc la matrice I, c'est Z-1 fois U. Voilà. Donc ici, on voit bien l'écriture. Ici, c'est ce qu'on a là. La matrice I est égale à U, U, U. Et là, on retrouve, ça c'est en fait c'est Z-1. C'est la matrice Z-1. D'après ceci, c'est la matrice Z-1. Pour autant que Z soit inversible. Bon, alors comment trouver l'inversion? L'inversion d'une matrice appliquée à l'impédance ici, Z-1, connaissant la matrice Z, ce sera la transposée de ce qu'on appelle l'adjointe. L'adjointe, on va dire l'adjointe bien sûr de Z, la matrice des impédances. Il faut aller chercher l'adjointe de Z, prendre la transposée, diviser par le déterminant de la matrice Z. Voilà. En faisant ça, vous calculez donc Z-1, et en calculant Z-1, vous obtenez, dire, les admittances. Voilà. Mais ça, c'est tout simple, hein. C'est une écriture un petit peu barbare. Déjà, le déterminant de Z pour une 2 fois 2, c'est facile. Hein. Ce sera, dans ce cas-ci, le déterminant de Z, le dénominateur sera égal à Z1, 0 moins
fois Z20 moins, donc le produit, on croit, hein, Z10 fois Z20 moins ZF fois ZR. Et pour qu'elle soit inversible, la condition, il faut que ceci soit différent de 0. Hein. Parce que si vous calculez déjà ça, si c'est égal à 0, elle n'est pas inversible. Voilà. Et puis après, il faut faire transposer de l'adjointe. Bon, l'adjointe, ça répond à une définition qui n'est pas difficile. Hein. Après, on transpose toute la matrice. Et en faisant diviser par le déterminant, on a une nouvelle matrice qui est la matrice, on va dire, inverse. Mais ça, je verrai avec des exercices comment ça va, transposer de l'adjointe, d'une matrice. Voilà, mais tout ce que vous devez faire, c'est inverser la matrice et ça s'obtient par une formule mathématique qui est là. Et donc, avant de calculer la transposée de l'adjoint, il ne faut pas commencer à calculer le numérateur, parce que si le dénominateur, ça ne va pas, vous allez vous buter à faire... Enfin, il n'y a que 2 éléments, 2 fois 2 éléments, avec 2 lignes de colonne, c'est pas trop grave. Mais si auquel cas vous devez faire un exercice de calcul d'inverse matricielle qui n'a rien à voir avec les impédances, n'allez pas calculer d'abord la transposée de l'adjoint. Hein. Regardez d'abord si l'inverse existe via le déterminant de z qui peut se calculer facilement. Et une fois qu'on a calculé le déterminant, si on voit qu'il est différent de 0, on peut continuer. Sinon, on arrête. On fait pas Il faut d'abord faire le dénominateur et puis on fait le numérateur, pas avant. Et ici, je fais Z10 fois Z20 moins ZF fois ZR. Et si c'est différent de 0, je peux continuer et je peux aller chercher le transposé de l'adjoint de la matrice Z. Mais si c'est pas le cas, si il est égal à 0, j'arrête. Stop. Je ne trouverai pas l'inverse. Donc je ne saurais pas trouver, je veux dire, la matrice des admittances. Et donc à ce moment-là, pour trouver la matrice des admittances, il faut repartir par rechercher Y1CC à part, YR à part, Y2CC à part, YF à part. Comment? En faisant soit U1, parfois il y aura des U1 égale 0, parfois des U2 égale 0. Voilà. Parfois des U2 égale 0, comme ici ces deux cas-ci, et des U1 égale 0 pour ces deux cas-là. Voilà. Donc il faudra court-circuiter, soit ici on court-circuite la sortie, là on court-circuite l'entrée, là on court-circuite la sortie, et là on court-circuite l'entrée. Voilà, donc il faut le travailler à part. Donc je disais que bon, il y a moyen de trouver à partir de la matrice des impédances quand c'est possible, quand la matrice est inversible. Sinon, si elle n'est pas inversible, bon, il faut attaquer le problème autrement. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, j'ai vu le schéma, j'ai vu le schéma équivalent, j'ai vu qu'il y avait possibilité de passer par les impédances, donc calculer les impédances, et puis bon, à ce moment-là, je repasse par les admittances, hein, il y a moyen. Mais sinon, bon, si la matrice des admittances, le paramètre en Z, sa matrice, elle est non inversible, à ce moment-là, il faut essayer de se débrouiller autrement, via, via ceci. En trouvant chacun des éléments comme ceci. Voilà. Mais maintenant, c'est un coût. Hein. Qu'est-ce que c'est que le coût? C'est de tester d'abord ces déterminants, de calculer les impédances et de calculer ces déterminants de Z. Calculer les impédances, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Hein. Bon, vous avez bien vu que j'ai fait des exercices. Il y a certains calculs, donc ça prend du temps. Bon, et après ce temps-là, après avoir trouvé la matrice, il faut un certain temps pour trouver la matrice. Hein. Quand le circuit est facile, hein, parce que quand il peut avoir des circuits difficiles, je vous dis tout de suite. Hein. On peut avoir des circuits très, très complexes. Hein. Enfin, quand je dis complexe, ça n'a rien avec le nom complexe, bien qu'il y ait des nombres complexes là-dedans, mais ça peut être très difficile. On peut avoir des circuits très difficiles. Hein. Et ce qui peut prendre du temps à calculer. Voilà. Un circuit n'est pas l'autre. On peut avoir un composant, deux composants, trois composants, 10 composants, 100 composants, 1000 composants, 1 million de composants. Enfin, je sais pas. 1 million, ça m'étonnerait. Bon, je connais pas de circuit électronique qui a 1 million de composants dedans. Voilà. Voilà, donc il peut avoir des dizaines de composants, mais ils peuvent se mixer, se mélanger sous diverses, je veux dire, sous diverses, elles peuvent on peut avoir des circuits qui peuvent prendre diverses allures, c'est ça que je veux dire, diverses allures au niveau du circuit. Et on peut avoir des circuits difficiles. Bon, quand on a des circuits faciles, ça va, mais quand on a des circuits difficiles, il faut chaque fois chercher le C10, Z10, Z20,
le ZR, bon, ça prend quand même, ça peut prendre énormément de temps si le circuit est difficile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, après avoir calculé la matrice des impédances, quand on l'a trouvée, eh ben, si on veut la matrice des admittances, hein, ben, il faut voir si le déterminant de Z est différent de zéro. Et si c'est pas le cas, ben, on aura fait tout ce qui est auparavant pour rien. Pour rien. Voilà, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un coût. Il y a un coût, c'est bon, ça peut prendre beaucoup de temps pour arriver à un moment donné, buter sur un mur et se dire tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Ben ouais, ça peut arriver. Voilà. Et donc, directement calculer les admittances via un circuit équivalent. Euh, ce qui veut dire que si on doit calculer les admittances, ben, c'est une autre procédure de calcul. Bon, c'est pas. On va calculer tout à l'inverse par rapport aux impédances. Hein. Hein, on va calculer, bon, déjà, ici on va calculer les impédances, là c'est des admittances, déjà de 1, qui sont des inverses d'impédance. On va calculer des admittances qui sont des inverses. En plus de ça, ici on aura des courants, alors que là on va jouer avec des courants, je veux dire, qui vont être appliqués sur les impédances et on va rechercher leur tension. Par contre, ici on applique des tensions et on va rechercher des courants, je veux dire, qui en découlent. Donc la philosophie, elle est tout à l'inverse en fait, tout à l'inverse. Voilà. Donc je veux dire, la philosophie est tout à l'inverse, celle-ci est tout à l'inverse de celle-ci, mais je peux partir à partir de ça pour trouver la matrice là. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, comme je dis, si le circuit est compliqué là, autant commencer à calculer directement les calculs d'admittance en direct, hein, en direct. Faire du travail direct sur les admittances et pas commencer à calculer des impédances qu'on ne sait pas où ça va nous amener et peut-être qu'on ne trouvera même pas la matrice inverse des impédances pour avoir l'admittance. Voilà. Donc, on aura fait, je veux dire, tout un travail pour rien. Et voilà. Et si ce circuit était difficile, qui nous a pris du temps, ben, je veux dire, on aura fait tout ça pour rien. Donc, c'est vrai que on peut choisir un chemin, on voit qu'on bute sur ce chemin-là, mais il faut reculer en arrière. Mais si le chemin il était tellement long qu'on a fait et qu'on se rendu compte qu'on a buté très très loin, ben, je veux dire, il faut revenir tout en arrière. C'est décourageant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, tant que c'est pas un examen, ça va, parce qu'un examen, le temps il aurait passé. On se serait rendu compte que la matrice, on aurait calculé toutes les admittances via un circuit complexe pour se rendre compte que pour finir, on n'est pas inversible et on n'aurait pas su trouver les admittances. Donc, je veux dire, donc la voie elle n'était pas bonne comme ça. Et donc, un examen, le temps aurait passé énormément. Bon, ça ferait un zéro, par exemple. Si c'était un examen, c'était un zéro, parce que ça rime à rien. Hein. Vous n'avez pas trouvé la bonne réponse qu'on vous demandait, donc vous avez zéro. Tout ce que vous avez fait, mais vous avez mis les choses en place pour ne rien trouver, pour finir. Donc pour un examen, ce serait un zéro. Bien que vous aurez fait beaucoup de calculs, que vous savez faire les calculs, que vous savez faire tout ce qu'il faut, au bout du compte, c'est quand même un zéro. Parce que la voie à suivre n'était pas bonne. Enfin, vous avez testé la voie. C'est pas qu'elle était pas bonne, parce que pour savoir si elle est bonne ou pas, il faut la tester. On rentre dans le chemin, on va regarder sur le chemin s'il est bon. Mais si on se rend compte qu'il est pas bon, si c'est un examen, le temps il a passé, c'est le problème, il est là, voilà. Et ça peut arriver, les examens c'est souvent ça. Hein, je veux dire, on fait des choses, et puis on se rend compte que c'est pas la bonne voie à suivre, il faut prendre un autre chemin. Mais le temps il a passé, et le timing il est compté dans un examen. Donc, hein, je veux dire, vous avez pris un certain temps pour vous tromper. Donc c'est un temps qui a été inutile. Bien que vous savez faire des choses, hein. Bien qu'on sache faire des choses. Voilà. Donc ici, si le circuit est complexe, c'est embêtant. Hein. Mais s'il est facile, bah, on peut tester si Z-1 existe. Hein. S'il est facile, on peut le tester facilement. Et si on a l'habitude, on en fait beaucoup, je veux dire, ça parle d'autant plus vite. Hein. Plus on en fait des circuits comme ça, calcul de recherche de. Hein, si on est habitué à faire tout ça, ben à ce moment ça va plus vite. Hein. Hein, quelqu'un qui va prendre. Il va prendre plus de temps pour calculer certaines choses, mais il y en a d'autres, tellement qu'ils sont habitués, ils vont aller plus vite. Bon, je veux dire, voilà. Il y a ce qu'on appelle la pratique, l'expérience. Voilà. Chaque expérience des circuits, bon, ils peuvent vite raisonner sur un circuit et trouver vite la matrice Z des impédances. Matrice Z, les paramètres en Z, ce qu'ils appellent les paramètres en Z. Voilà. Quelqu'un qui calcule vite peut vite trouver le paramètre Y. Bon, maintenant, s'il est plus complexe, le circuit, bon, il va prendre plus de temps, hein, totalement.
C'est plus complexe, le circuit. Il va pas faire quelque chose qui est vite, aller vite sur quelque chose qui est complexe. D'office, quelque chose qui est complexe, il va prendre son temps. Il devra prendre son temps obligatoirement parce que la complexité demande du temps. La complexité demande du temps. Voilà. On peut pas faire quelque chose complexe très vite, c'est pas possible ça. C'est que c'était pas complexe, c'est que c'était facile. Voilà. Donc la complexité, n'importe quelle complexité va demander du temps. Hein, monter un bâtiment, c'est complexe, hein. Ça prend du temps. Hein, c'est pas qu'on va poser 4-5 briques et puis c'est fini. Non, bon, il faudra venir tous les jours, hein, faire des mélanges de ciment, aligner tout, puis quand c'est terminé, on fait le carrelage. Quand on a fini le carrelage, on fait le plafonnage, etc., etc. C'est une complexité, hein. C'est une complexité qui prend du temps. Voilà. Et s'il y a beaucoup de mètres carrés, c'est complexe de faire un mètre carré, c'est facile, mais faire de 1 mètre carré de plafonnage, c'est facile, mais si on commence à faire 100 mètres carrés de plafonnage, c'est moins rigolo. Ça prendra du temps parce que c'est plus ardu. Là, c'est plus ardu au niveau professionnel, au niveau des mains. Au niveau des mains, parce que ça va fatiguer le corps, le dos, les muscles, ça va tout fatiguer. Voilà, ça va mettre à l'épreuve le corps humain, hein, le fait de travailler, je veux dire le carrelage, le genou, voilà, les charches, le dos, je veux dire le plafonnage, les tendons. Et voilà, ça va être, plus faites des mètres carrés, plus je veux dire, fatalement le corps il va prendre un coup. Donc plus ce qui est complexe, plus c'est une charge de travail, plus c'est des complexes à faire au niveau bâtiment, je veux dire, plus ça va être, je veux dire, des charges pour le corps humain. Mais c'est pour ça que normalement, des travaux, quand c'est complexe, on le fait faire par beaucoup de gens, par des équipes. Voilà, et on répartit les tâches. Voilà. S'il y a 100 mètres carrés, ben, je sais pas, il faudrait autant de mètres carrés par jour par être humain sans dépasser des limites parce que pour ne pas tomber dans l'esclavage et pour pas user, je veux dire, une personne. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, là, je me suis un petit peu étalé concernant une philosophie qui n'a rien à voir sur la complexité, mais voilà, voilà, ça ne va pas avoir des circuits complexes. Ici, je donne pas d'exemple, mais on peut assez voir facilement, je veux dire, donner un exemple, attribuer un exemple à tout ça. Ça, c'est pas un problème. Voilà, je vous remercie beaucoup.